l'a vécu sur le plan organisationnel relativement bien. C'était très lourd, bien sûr, à organiser. Mais on a été très entouré par la direction qui a très bien géré la crise, avec un directeur et un groupe de directeurs adjoints qui ont vraiment pris à bras le corps et ont été vraiment des chefs militaires presque pour gérer cette crise et l'organiser, avec des médecins et des soignants qui ont vraiment été dynamiques, serviables et qui ont tout de suite adhéré à toutes les propositions de mise en place de solutions pour monter en puissance au moment de la pleine crise. On a organisé, on a monté en puissance petit à petit avec des unités Covid, augmenter les lits de réa, faire des parcours Covid et emmener toutes les équipes, fermer les blocs, les équipes IBOD, IAD qui sont retrouvées qui ont aidé en réanimation et dans les unités Covid. Donc, beaucoup de soignants qui ont changé aussi de service et qui sont réadaptés dans d'autres services, qui ont été assez corvéables et modulables et qui ont accepté aussi de faire des horaires en 12 heures au lieu d'être en 8 heures. Et donc, il y a eu vraiment une solidarité exemplaire, je trouve, dans notre hôpital, qui a permis de passer cette crise difficile, fatigante pour tous, aussi bien physiquement que psychologiquement, mais qui a permis de passer cette crise sans heurts et sans difficultés. Si les difficultés venant d'ailleurs, c'est-à-dire manque de masques, manque d'équipement, manque de médicaments, manque de respirateurs, comme dans toute la France. Et où il a fallu pallier à chaque fois à ces problématiques et en donnant des ordres, des contre-ordres et avec des injonctions contradictoires. Vous n'avez pas besoin de masques, mais en fait, il n'y en avait pas. Puis, portez tous des masques parce qu'il y en avait plus. Et puis, on a dû pallier au problème d'équipement de surblouse avec adaptation de blouses faites plus ou moins avec des sacs plastiques. Le réadaptation aussi avec le manque des 5 produits qui étaient nécessaires et qui étaient manquants sur toute la France, des produits aussi bien qui servaient à la fois en réanimation, dans les unités Covid et les blocs opératoires du coup qui ont été fermés. Donc ces 5 produits manquants étant réquisitionnés après par l'ARS et par et gérés de façon nationale. Donc, il a fallu qu'on réadapte et qu'on fasse des prescriptions dégradées pour la réanimation, les urgences et les unités Covid, pour utiliser moins ces produits manquants, les commander, les commandes qui arrivaient soit en ordre pas du tout, soit en ordre massif, et donc aussi des commandes de pharmacie qui ne suivaient pas toujours. Donc, il fallait gérer les stocks, pharmacie, matériel, EPI, etc. C'est ça, finalement, qui était le plus problématique. Après aussi, les tests qui manquaient, etc. On a eu des échanges réguliers avec le GHT. Ça a un peu renforcé, justement, les liens avec le GHT. Le GHT et le CHU de Lille, qui en fait partie, nous a aidés sur certains points. Sur d'autres points, il manquait de médicaments, les fameux médicaments clés qu'on leur a envoyés parce qu'on avait un peu plus de stock qu'eux. Donc, on s'est auto-dépannés les uns les autres en allant dans les deux sens. Et puis, bien évidemment, on vérifiait à chaque fois, on montait en puissance en nombre de lits de réa, en nombre de lits Covid, et on regardait ce que les autres faisaient. On a eu aussi des conférences téléphoniques avec les centres semi-privés et avec même les privés, les grosses, puisqu'on a des grosses structures, des grosses cliniques privées, et on a eu 2-3 conférences téléphoniques avec eux, aussi bien pour la montée en puissance dans les lits de réanimation que pour la désescalade au moment où la crise diminue et leur reprise d'activité pour être travaillée un peu parallèlement avec eux et de la même façon. Avec le privé, on n'a pas eu de modification sur nos systèmes informatiques.
on n'a pas pu avancer de ce côté-là parce que c'était géré au niveau de la région et que la région enfin, il y avait trop de retard pour s'en occuper. Par contre, au sein du GHT, on avait une informatique qui a plutôt ça a plutôt accéléré les choses, parce qu'il y a des choses qui étaient un peu gestationnaires, et notamment tout ce qui est téléconsultation. Le directeur de l'informatique de CHU, qui régit un petit peu l'informatique du GHT, a fait accélérer la procédure avec le système Prédis pour augmenter et favoriser les téléconsultations, alors qu'au départ, ce n'était pas du tout prêt. D'ailleurs, il y a eu quelques soucis, les médecins se sont un peu plaints parce que ce n'était pas tout à fait au point. Parfois, ça a avorté, ils n'arrivaient pas à communiquer avec leurs patients, etc. Mais pour beaucoup, ça a vraiment développé la téléconsultation et ça a sauvé beaucoup de téléconsultations et ça a été vraiment une adhésion totale à la fois des patients et à la fois des médecins dans toutes les spécialités. Et je pense qu'il y a eu, 380 téléconsultations, chez nous. Et je pense que c'est un système qui va perdurer même au-delà de la crise, parce qu'il y a certaines téléconsultations qui pourraient être maintenues plutôt que de déplacer des personnes âgées ou qui ont des problèmes à la mobilisation, et pour lequel les consultations sont relativement simples, c'est-à-dire des consultations de suivi et qui ne nécessitent pas forcément des déplacements de patients. Et je pense que c'est quelque chose qui va perdurer et qui va au contraire se renforcer même. Ça, c'est une belle leçon et c'est quelque chose qui durera même au-delà de la crise. Pour notre hôpital, ça a été relativement bien géré. Au point culminant de l'épidémie, on avait quand même 3 cellules de crise par jour, y compris le samedi, dimanche et jours fériés. Donc, je pense que c'était assez lourd. Et dans ces cellules de crise, il y avait les représentants des principales, outre la direction, il y avait tous les médecins concernés, aussi bien pharmaciens, épidémiologistes, biologistes, médecins, chirurgiens. Donc, chaque discipline importante pour gérer cette crise était représentée. Réanimateurs, bien sûr, urgentistes, ils étaient tous là. Donc, je pense que cette cohésion, d'abord, elle nous a fait parfois communiquer plus qu'en temps ordinaire, mais cela a été relativement bien géré parce que justement, 3 cellules de crise par jour, bien sûr, maintenant on est à 1, puis après à 1 par semaine parce que ça s'espace du fait de la désescalade de la crise, surtout chez nous. Mais ça a été très bien géré et au début c'était très resserré. Et donc il y a eu une cohésion et un partage d'informations et de décisions prises au cours de ces cellules de crise. Il y a eu des exposés au cours de ces cellules de crise, des épidémiologistes, des biologistes et des médecins dans chaque discipline clé. Ces exposés ont été diffusés à l'ensemble de la communauté médicale. Il y avait aussi, par la cellule de communication, il y avait des lettres de flash info où on rappelait justement les procédures, les bonnes conduites, rappeler les informations vraies et justement pour faire taire les fake news médicales et scientifiques. Et donc, il y avait plusieurs lettres flash info. Il y avait des relais par cette cellule de crise avec des exposés. Moi-même, j'ai continué à faire des CME. Donc, j'ai fait des CME par visioconférence. Et cette CME par visioconférence, je l'ai ouverte non pas aux médecins habituels de la CME, mais à l'ensemble de la communauté médicale. Et elle a été très suivie. Et j'ai fait exprès au cours de cette CME de faire de faire aussi des exposés scientifiques par certains acteurs, les pneumologues, les épidémiologistes, les biologistes, qui ont fait à chaque fois des petits exposés PowerPoint comme on peut faire dans une
dans une commission scientifique et donc qui ont été très écoutés. Cette CME, comme elle a été ouverte à tout le monde, chacun était dans son bureau par visioconférence et donc a pu suivre et remettre au point, tout en pleine période de crise, justement recaler et exposer ces données à la fois épidémiologiques, à la fois les données locales, avec le nombre de Covid rentrés, le nombre de scanners positifs, le nombre de PCR positifs, et puis faire un exposé scientifique sur les tests biologiques, les tests, l'épidémiologie autentée, etc. Donc, on a eu au moins 5 ou 6 exposés scientifiques au cours de cette CME. C'est des fois un petit peu précipité. On a vu des scientifiques soi-disant de renom qui ont lancé des appels nationaux pour parler des Marseillais qui n'ont pas toujours été relatés. Mais ça a été exposé justement lors de nos cellules de crise et lors de notre réunion de PCME et de CME. Et on a exposé le pour, le contre, parce que bien sûr, il y a eu des questions et on a donné des réponses et on a dit après sur toutes les études scientifiques aussi, puisqu'il y a plusieurs études scientifiques auxquelles nos médecins se sont rattachés et on a exposé le pour, le contre pour chaque, en mettant du recul, bien sûr, pour ces études qui n'étaient pas encore abouties et pour lesquelles on n'avait pas de résultats encore. Le système de santé en France, bien évidemment, c'était avoir plus de matériel. Je pense que ça, tous les médecins français vous le diront et même étrangers. C'est-à-dire plus de réserves en EPI, en masques, en respirateurs, en blouses stériles, en médicaments clés nécessaires pour la réanimation, pour ne pas avoir déjà à courir après le matériel. Parce que ça, en pleine période de crise, bien évidemment, c'est stressant, c'est paniquant. On ne sait pas si on va pouvoir résoudre le problème, prendre en charge correctement les patients. Donc ça, c'est très pénalisant. Ça a été très, très pénalisant et paniquant même pour certaines équipes. Donc ça, il va falloir, mais ça, c'est au niveau national et ministériel, c'est faire son stock de matériel pour qu'à la prochaine crise, plus aucun personne en France, surtout. On avait vraiment l'impression parfois d'être dans un pays sous-développé. Chacun faisait ses petits masques en tissu, y compris au CHU de Lille, et a fait appel à des fabricants locaux et des petites entreprises locales. Le CHU de Lille, le premier CHU de France, c'est quand même invraisemblable. Après, on a fabriqué des blouses avec des sacs plastiques. On n'avait pas poubelle, entre guillemets, on n'avait pas le droit de prononcer le mot poubelle, mais c'était quand même ça pour pallier au manque de blouses. Donc, c'est quand même assez dramatique. Le CHU de Lille avait pu manquer vraiment de façon importante en médicaments clés pour soigner les patients et les curariser et sur certains curares. On s'est dépanné entre hôpitaux, mais nous aussi, à un moment donné, on en a manqué. On est en plein stress pour soigner les patients en réanimation. Donc ça, c'est des stress supplémentaires pour soigner les patients qui ne devraient plus exister. Mais ça, c'est au niveau national que ça doit être réglé, bien évidemment. Je pense que c'est l'une des leçons. Et du coup, ils nous donnaient des consignes style les masques ne sont pas utiles, alors que bien sûr, ils étaient utiles. Mais au lieu de nous dire simplement on n'en a pas, donc on ne vous en donne pas, mais bien sûr, c'est utile, ils nous disaient que ce n'était pas utile. Et ça, c'est inadmissible sur le plan scientifique qu'un ministre ou quelqu'un comme ça nous donne ces consignes que toute la France a entendues. Et après, les Français ne comprenaient pas. Après, on leur disait porter des masques, alors que 2 semaines avant, on leur avait dit que ce n'était pas utile de porter des masques. Donc, il y a des injonctions contradictoires qui ne sont pas limpides pour la population et pour les médecins et les soignants. Ça, c'est le premier message, mais ça, le message français national. Après, nous, au point de vue gestion des crises, on a établi des filières infectées, non infectées, qu'on mettra en place et qu'on gardera en mémoire pour les réétablir plus facilement. Et c'est des schémas de mise en place de filières Covid, non Covid, qui seront écrites et qu'on remettra plus facilement si malheureusement une autre crise se présentait. Ce sera des schémas qui seront déjà écrits et qui
on n'aura pas tout à refaire, quoi, ça sera déjà un petit peu établi. Et puis après, il y a des leçons qu'on aura tirées. Par exemple, notre scanner des urgences n'est pas au sein des urgences, mais dans notre service d'imagerie, qui est un peu loin des urgences. En ce moment, il y avait un plan de restructuration des urgences qui était en train d'être élaboré parce qu'on doit reconstruire des urgences plus modernes. Et j'ai dit, on arrête le plan, on arrête les architectes. Et tirer une leçon de ça, c'est que le scanner des urgences doit être centralisé au sein des urgences. Donc, on va modifier les plans de notre future urgence pour intégrer le scanner au centre et au sein des urgences et ne pas avoir à traverser des couloirs pour que les patients n'aient pas de chemin. Et donc, ça a un impact direct sur une restructuration de nos urgences et l'imagerie au centre des urgences.